La cité engloutie. Une histoire des Pays-Bas, écrite par Noémie Monnier et illustrée par Elisabeth Corblin. Depuis le haut de la dune, Willem tend l'oreille. Il lui semble entendre des cloches au loin. Le vent souffle fort et couvre presque le tintement, mais on dirait que c'est la mer du Nord elle-même qui sonne. Willem écoute attentivement et plisse les yeux pour se donner l'air sérieux. Il met sa main en visière sur son front et scrute l'horizon. Le son des cloches est plus doux maintenant, presque inaudible, comme si on tapotait une timbale en métal avec une petite cuillère. Willem plisse les yeux de plus belle. Il ne voit toujours rien que la mer et quelques avossettes qui piétinent le rivage de leurs longues pattes. Willem dévale la pente et rejoint sa grand-mère sur le chemin qui longe la dune. « Oma, tu as entendu ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Les cloches, c'est bizarre. On aurait dit que le son venait de la mer. Est-ce que ce sont celles d'un autre village de la côte ? » »« Ah, les cloches. C'est que celles-ci sont sous la mer, vois-tu ? » »« Comment ça ? » ?»« Ce sont les cloches de l'ancien village de Westenshoven. Parfois, on les entend quand il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui. Quand j'étais petite, cela me terrifiait. J'avais peur que le triton m'emporte. » »« Le quoi ? » ?»« Le triton. C'est un homme avec une queue de poisson. Tu n'as jamais remarqué un triton et une sirène gravés sur les monuments du coin ? Ce sont les personnages d'une très ancienne histoire. Mes grands-parents me la racontaient souvent quand j'étais petite. Cela commençait comme ça. Il y a plusieurs centaines d'années, le village de Westenshoven était le plus riche de Zélande et les habitants vivaient à leur aise. Le petit port débordait d'activités. Tous les jours, les bateaux de pêche se relayaient pour déverser des tonnes de harengs prélevés en mer. D'autres embarcations partaient vendre du poisson et du crabe jusqu'en Angleterre. Des marins déchargeaient des cargaisons de laine et de tissus rapportés de l'étranger. Le commerce était florissant. Chacun avait du travail et un revenu confortable. Naturellement, la réputation de Westenshoven avait dépassé les frontières de la Zélande et des étrangers venaient de partout s'installer dans ce petit paradis, se marier et fonder une famille. Avec l'arrivée de tous ces nouveaux habitants, le village devint une petite ville. Mais plusieurs décennies de prospérité tournèrent la tête de certains. Les plus riches armateurs firent construire une grande tour à leur gloire, pourvue de lourdes cloches en métal précieux. Des rivets d'argent apparurent sur les coques des bateaux. Les cavaliers portaient des éperons en or. L'époque était au luxe et à l'orgueil. Les habitants de Westenshoven commencèrent à craindre pour leurs richesses. À trop les partager, ne risquaient-ils pas de les perdre ? On ferma les portes de la ville aux étrangers, par sécurité, et peu à peu, les enfants de Westenshoven oublièrent que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents et leurs arrière-arrière-grands-parents étaient nés ailleurs, dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Une nuit d'automne, un jeune pêcheur de Westenshoven qui se nommait Luke embrassa sa femme et ses 3 filles endormies avant de se rendre au port. Là, tous les pêcheurs de la ville s'affairaient déjà, démêlant les filets et préparant les embarcations. Luke rejoignit son cousin Thomas, qui l'attendait, et tous deux montèrent à bord de leur bateau. Comme chaque nuit, tous les pêcheurs attrapèrent autant de harengs, de maquereaux, de morues et d'aigles fins que leur bateau pouvait transporter. Mais les filets de Luke et Thomas remontèrent aussi ce jour-là quelque chose de tout à fait inattendu. Au milieu des harengs, une créature couverte d'écailles jusqu'à la taille, avec un buste de femme,
et d'étranges cheveux verts les regardaient d'un air furieux. « Une sirène !» hurla Thomas. « Une sirène !» hurla Luke. Terrifiés, les deux hommes crièrent tant et si bien que les pêcheurs des bateaux alentours finirent par s'approcher. Tous se mirent à hurler à la vue de la sirène, et plus ils s'égosillaient, plus celle-ci les regardait d'un air féroce. « Mais qu'est-ce qu'on en fait ?» demanda Thomas tout haut. « Eh bien, on replonge vite fait le filet dans l'eau, et on se sauve le plus vite possible, quelle question !» répondit Luke. « Mais tu es fou. Si on lâche le filet, on perd notre pêche. » dit Thomas. « Ce n'est pas grave, tu mangeras à ta faim même sans la pêche d'aujourd'hui. » reprit Luke. « Ne la relâchez pas, enfin! Ramenez-la à Westenshoen et vendez-la! Vous ferez fortune !» intervint un autre pêcheur. « Une prise pareille, ça peut intéresser beaucoup de monde. Même les marchands anglais qui sont dans le port en ce moment. Capturez-la, sinon je m'en charge moi-même. » ajouta un deuxième. « C'est, donnez-la nous !» dit un troisième. À la fin de la discussion, Luke se laissa convaincre de vendre la sirène à un bon prix une fois au port. Thomas et lui remontèrent la sirène à bord sans oser la sortir du filet. Sur le chemin du retour, Luke aperçut derrière eux à la surface de l'eau une créature semblable à la sirène, mais avec un buste d'homme. Willem, tu te rappelles comment on appelle ça, n'est-ce pas? Un triton. Oh ma, continue l'histoire. Bon, je continue. Le triton dardait son regard sur Luke et Thomas comme s'il voulait les transpercer. Luke sentit un grand frisson lui parcourir le dos, mais il ne dit rien et détourna la tête. Un beau soleil se levait quand les deux cousins arrivèrent au port. Le grand marché aux poissons ouvrirait dans quelques minutes sur le quai et la foule des acheteurs s'amassait déjà près des comptoirs. Luke et Thomas amarrèrent leur bateau puis s'approchèrent de leur filet. Ils mirent quelques secondes à retrouver la sirène au milieu des poissons car celle-ci avait changé de couleur. Sa queue et ses cheveux n'étaient plus bleu-vert, mais d'une teinte sombre tirant sur le noir, et ses yeux étaient fermés. « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» s'écria Thomas. Luke se sentit mal. Il releva la tête et inspira une grande bouffée d'air marin. Il vit alors le triton au milieu du port. Tout près des embarcations, le triton plongea son regard dans celui de Luke. Il leva les bras et jeta une poignée de sable et une poignée d'algues en direction du quai. Puis il disparut sous l'eau. Il faut la relâcher. Tout de suite. Dit Luke terrifié. Pas question. On rétorqua Thomas, qui attrapa fermement le filet. Quelque chose de terrible va se produire, Thomas. Je le sens. Donne-moi ça. Luke arracha le filet des mains de son cousin, puis le déchira d'un grand coup de couteau. Il renversa son contenu, tous les poissons ainsi que la sirène, dans les eaux du port. Quand Luke releva la tête, Thomas fixait le ciel devenu soudainement gris sombre, d'un air stupéfait. Luke vit alors que le vent avait forci d'un coup et que les voiles des bateaux étaient secouées par de grandes rafales. Luke bondit sur le quai, abandonnant Thomas et le bateau, et se mit à courir à toutes jambes jusqu'à l'écurie la plus proche, où il vola 2 chevaux. Le ciel s'assombrit et le vent forcit de plus belle. Luke se jucha sur un cheval et mena l'autre par la bride au grand galop vers sa maison. Arrivé chez lui, il appela sa femme et ses filles en hurlant. Il entendait les cris des gens sur le port qui venaient d'apercevoir une gigantesque vague qui s'approchait à vive allure de la digue. Luke fit monter sa femme et sa fille aînée sur un cheval et prit avec lui ses 2 plus jeunes filles sur la 2e monture. Tous les 5 quittèrent Westenshoven au galop au moment même où la digue cédait. Quand ils se retournèrent, la mer du Nord avait englouti la ville. Mais c'est horrible, Oma! Oui, Westenshoven fut entièrement noyé ce jour-là.
Heureusement, beaucoup de gens furent sauvés par les habitants des villages voisins. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tu te souviens de la poignée de sable que le Triton avait jetée? Eh bien, après la grande inondation, la fureur du Triton s'apaisa. La mer du Nord se retira des terres, laissant derrière elle des tonnes de sable qui empêchaient que l'on puisse reconstruire la ville. Les gens de Westenschuven durent prendre le chemin de l'exil et aller taper aux portes des cités voisines. Certains quittèrent même le pays, comme l'avaient fait leurs arrière-grands-parents avant eux. Il ne reste plus rien alors? Oh, si, il reste les cloches, pour que les jours de grand vent, comme aujourd'hui, des enfants apprennent l'histoire de Westenschuven et la racontent à leur tour à leurs petits-enfants.